Bonsoir à tous. Savez-vous que de plus en plus de Suisses se convertissent à l'islam? Les musulmans sont un demi-million dans notre pays et le plus étonnant, le plus inquiétant, diront les pessimistes, c'est que dans certains pays, le taux de conversion augmente avec les attentats signés Al-Qaïda ou État islamique. En Suisse, l'explosion des conversions est spectaculaire. Le nombre de musulmans convertis a été multiplié par 5 ces 15 dernières années. Selon les experts, le vote sur l'interdiction des minarets a dopé encore ce taux de conversion. Parmi ces convertis, les femmes représentent un nombre important, un phénomène qui nous a étonnés à temps présent compte tenu du débat sur la place que l'islam réserve aux femmes. Alors, qui sont-elles, ces femmes converties? Sophia Pekmez et Wilfred Rebotet ont tenté de percer le monde extrêmement fermé des convertis d'Allah. Extrêmement fermé car indéniablement le soupçon de radicalisation est à l'orée du bois. La plupart des convertis, surtout les jeunes, passent par une phase de radicalisation. Rares bien sûr sont celles qui rejoignent le djihad et l'immense majorité de ces femmes ne pose aucun problème d'intégration. Nous avons enquêté en Suisse et en France. Regardez. Un matin au marché aux puces de Genève. Même couleur lilas, le turban c'est déjà trop pour certains. J'en vois de plus en plus. En me promenant dans la rue, je dis tiens, une Suissesse qui porte le voile. Quelque part, je sens que ces femmes rétrogradent. Et ça m'inquiète. Ça se dit pas. Je sais, moi aussi. Il y a des salafistes convertis qui disent à leur grand-mère ça serait bien que tu rentres dans l'islam et tout. Et l'islam est en train de répandre ses tentacules sur l'Europe. Le vrai islam, c'est le respect. Tu as ta religion, j'ai la mienne. Je pratique ma religion, tu pratiques la tienne. Chacun sa religion. Mais alors pourquoi les chrétiens d'Orient sont persécutés? Pas tous. Ben non, écoutez, moi j'étais dans plusieurs pays, j'ai vu des églises. Et moi-même je voyage beaucoup. J'ai entendu. Au lieu que l'islam se rapproche de nous, il s'éloigne de nous et il devient intolérant. Il devient. Toujours comparer des pays d'extrême. Parce que vous êtes comme ça. Mais non. Il ne faut pas toujours comparer d'un pays extrême, désolé. il ne faut pas comparer toutes les musulmans. C'est vos gènes. C'est vos gènes. C'est en vous. Quel gène? Ben, moi je suis. C'est d'imposer l'islam. Je ne peux pas savoir dans les gènes, je suis née chrétienne, alors je suis vraiment désolée, votre raisonnement il ne tient pas. J'en ai vendu une, j'en ai plus. Voilà. Donc vous êtes converti il y a combien de temps? 19 ans. 19 ans. Elle a 31 ans lorsqu'elle prononce sa shahada, la profession de foi de l'islam. Par la grâce d'Allah, Karine devient alors Myriam. Depuis son pèlerinage à la Mecque, il y a 6 ans, Myriam cache ses longs cheveux blonds. Fille de catholiques zurichois, Myriam trouve son église d'origine trop peuplée. Trop de saints, trop de clergé. Elle part à la recherche d'une autre chapelle, davantage conforme à ses attentes. Et cette vie divine, c'est Christ qui l'est. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le pain de vie. Halte au stand des évangélistes. Dans sa quête spirituelle, Myriam a flirté un temps avec eux. Moi, ça me permet de mieux comprendre justement d'autres religions, comment vous fonctionnez, pour mieux nous adapter, de nous respecter. Moi, j'ai choisi, être musulmane. Je trouve que c'est important de comprendre l'autre pour mieux juste se respecter. Je veux dire, chacun sur son, entre guillemets, son territoire. Et je me dis, moi je suis persuadée, si chacun il appliquait juste sa religion correctement, il n'y aura pas la guerre. Oui, mais une religion, dans l'islam aussi, on nous demande Entre chrétiens et musulmans, on ça nous sent le demande de soufre. faire du bien. La fracture intervient en 2001, avec le drame des Tours Jumelles. Il y aura beaucoup d'autres attentats. Al-Qaïda, Daesh. L'amalgame se répand, islam et terrorisme ne font qu'un. Dans ce contexte, comment expliquer que de plus en plus de Suissesses se convertissent à l'islam? Myriam découvre le Coran il y a bientôt 20 ans. Dans la foulée, presque naturellement, elle épouse un musulman, le père de son fils Anwar. Encore un troisième. Oui. Des fois, j'ai l'impression qu'on le prend comme si j'ai commis le crime parce que je me suis convertie. On sent des fois une certaine hostilité, comme si quelqu'un qui change de religion, vous reniez vos origines d'un côté. Ils sont là. Abjurer la foi chrétienne pour devenir musulman choque parfois. Mais la cohabitation entre communautés religieuses se passe plutôt bien. Peu de conflits remontent jusqu'au tribunal fédéral. Revenir. Viens, on va à l'autre côté.
L'islam de Suisse, c'est 1 demi-million de personnes. 5 000 sont des convertis, dont une très large majorité de femmes. Pourquoi elle? Prenez Myriam, une grande aux yeux bleus, à l'accent d'outre-Sarine et sensible à l'émancipation de la femme. Pourquoi censure-t-elle sa chevelure? Beaucoup n'y comprennent rien, mais ne le disent pas trop. D'habitude, il y a des jeunes, alors faut que tu aides. Quoi? Myriam, personne ne vous regarde particulièrement parce que vous avez les cheveux cachés. Bon là, parce que je suis un turban, mais quand j'ai le voile, ça change quand même un peu. On vous regarde davantage. Oui. Mais bon, ici, parce que la plupart me connaissent, parce que c'est entre guillemets, c'est mamie gros. Mais quand je vais ailleurs, ça change quand même un peu. T'es pas mort, hein? Youhou! Plus l'Occident décrit l'islam, plus l'islam a la cote. On note même des pics de conversion à la suite de certains attentats, comme ici au Parlement d'Ottawa. Dans les semaines qui suivent, la mosquée de la ville enregistre une hausse significative des demandes de conversion. Ses responsables se disent publiquement inquiets des motivations de ces nouveaux croyants. Petra Bleich vient de publier un ouvrage sur les conversions de femmes vivant en Suisse. Elle estime que leur nombre a quintuplé ces 10-15 dernières années. Une première hypothèse, c'est que il y a aussi la population qui a augmenté. Comme il y a la plupart des femmes qui se convertissent, rencontrent un homme, tombent amoureuses, et de là commence le cheminement ou la quête de la religion. Il y a aussi tout simplement plus de couples qui se forment. Une autre hypothèse, c'est que après les votes des minarets, il y avait quand même un plus encore des conversions. C'est peut-être aussi par rapport à une certaine solidarité, mais c'est vrai, ça reste toujours une question à creuser en fait. La votation de 2009 va aussi donner du galon aux convertis, notamment aux femmes converties. Pendant le débat sur les minarets, les associations musulmanes sentent que leur message ne passe pas auprès des Suisses. Ils se cherchent alors des porte-paroles couleur locale. Il s'avère que les convertis ont été assez rapidement mis en avant comme les figures qui maîtrisent les langues maternelles des différentes religions de Suisse, qui connaissent donc aussi les fonctionnements de la communication, qui ont été socialisés dans ce mode de liberté d'expression tout court, qui sont aussi à même de débattre finalement dans l'espace public, notamment avec des journalistes ou avec des politiciens. À ce moment-là, ils sont passés du musulman qui doit être enseigné à celui qui a des compétences et qui peut lui aussi apporter quelque chose à la communauté. Et qu'à partir donc, de ce débat, les convertis ont pris une place plus importante aussi dans la structuration et la visibilisation en fait, de cet islam suisse. En tout cas, certains craignent qu'entre l'immigration et les conversions, le Coran ne devienne carrément un produit maison, comme la fondue ou le chocolat. On n'en est pas là, mais une réalité sans racines. On a tendance à faire de l'islam aujourd'hui encore une réalité migratoire, alors que plus du tiers des musulmans en Suisse sont suisses. La chercheuse fribourgeoise rencontre régulièrement Nadia Carmous, figure bien connue de l'islam en Suisse. Que des femmes d'ici soient séduites par le prophète ne l'étonne pas du tout. L'islam est une religion de femmes. Avant qu'un seul homme se convertisse, il y avait déjà 8 femmes. Et les femmes ont porté l'islam avec le prophète. Elles doivent reprendre les rênes et comprendre que la femme, c'est la moitié de la société et l'autre moitié, c'est elle qui l'éduque et c'est elle qui la dirige vers le bien, vers le bon sens. L'islam, une religion de femmes. Nos sociétés occidentales la trouvent plutôt misogyne. Alors, qu'est-ce qui pousse les Suissesses dans les bras d'Allah ? Je ne dirais pas qu'il y a un type d'islam qui va séduire un type de femme non plus. On va voir que les femmes vont se convertir et chercher différentes choses dans l'islam. Les traditions soufis, plus ésotériques, justement, plus mystiques, je dirais, ont un succès auprès des femmes parce qu'on est vraiment dans cette quête d'un spirituel. On est en dehors d'une religion normative, même si elles vont appliquer les normes de la religion.
Il y a aussi un modèle d'islam qui serait plus communautaire pour des femmes qui se seraient trouvées peut-être seules ou bien peut-être déconnectées justement de ce sentiment de communauté qui est propre quand même aux institutions religieuses. Il y aura un troisième type de personnes, de femmes en l'occurrence, qui vont se convertir vers un islam plus normatif, plus englobant, plus rigoriste, qui va vraiment leur donner des règles très strictes de comportement par rapport à Dieu, mais aussi par rapport à la société. Le fait d'épouser un musulman, ça vous a aidé encore davantage dans votre apprentissage de l'islam? C'est-à-dire quoi? Que lui m'a aidé ou... Oui, c'est la question. Ouais. Non. Non. Alors, je vais finir avec les clichés. Il m'a obligé à rien. Au contraire, ça le dérangeait des fois, j'avais l'impression. Pas ouvertement, mais des fois, j'avais l'impression que ça le dérangeait, que je commençais à être stricte, entre guillemets. C'est-à-dire, je ne buvais plus l'alcool, je supprimais toutes les bouteilles de vin. Myriam est aujourd'hui une femme divorcée et furieusement indépendante. Tu t'es amusée? Ouais, j'ai vu... Qu'on ne se méprenne pas sur son voile. Si elle est soumise à Dieu, elle ne l'est à personne d'autre. C'est une forme de féminisme, ça c'est sûr, parce que ces femmes-là, quand on discute avec elles, refusent certains modes de faire, certains modes d'être qui sont un peu la norme dans la société dite occidentale. Elles vont par exemple condamner un peu ce culte de l'image, ce culte de la jeunesse éternelle, de la minceur éternelle, et puis de vraiment vouloir faire primer l'être sur le paraître. Myriam pratique un islam pragmatique, adapté à son environnement. Le foulard, par exemple. Elle y tient, mais il est strictement interdit à son travail, tout comme le sont les 5 prières quotidiennes. Plutôt que de partir en guerre, Myriam fait avec, tout simplement. Certaines pratiques d'ailleurs la mettent hors d'elle. Lorsque des musulmanes baissent les yeux devant les hommes, elle s'insurge. C'est l'intention qui compte. Alors, parler à un mec ou un homme et le regarder en face. Ben ici, moi j'ai grandi comme ça, on ne va pas me l'enlever. Parce que vous pouvez très bien ne pas regarder un mec, mais vous lui regardez son pantalon et ses chaussures, vous trouvez qu'il a des très beaux chaussures, vous lui dites punaise, elles sont beaux ces chaussures, le mec qui va avec, il doit être beau. Ça y est, vous êtes déjà foutu, vous avez fait pire que si vous le regardez en face. Plus elle étudie le Coran et les 4 jurisprudences islamiques, plus Myriam est convaincue d'avoir fait le bon choix. Du moment qu'on pratique une religion, alors moi je trouve qu'on doit la pratiquer comme il faut. Sur la relation avec Dieu, ce qu'il nous demande, les prières et tout ce qui va avec, les 5 piliers, mais aussi ne pas mentir. Et le plus important surtout, que c'est une des premières choses que l'ange Gabriel elle a dit au prophète, c'est de lire, c'est-à-dire d'apprendre. Alors on est censé d'apprendre jusqu'au dernier souffle, c'est-à-dire on n'a jamais fini d'apprendre. Moi, j'ai mis mon foulard pour plaire à Dieu. Je l'ai enlevé à cause des hommes. J'ai été plusieurs fois malmenée. Malmenée, ça veut dire qu'on m'a craché dessus, des insultes. C'est venu une fois aux mains. Et Vous avez été frappée? J'ai été frappée. Cette personne, donc c'est un monsieur, m'a dit simplement je vais t'arracher ton foulard, je vais te le faire bouffer. Et il s'est approché de moi, il a fait le geste de me l'arracher. Et puis moi, je me suis défendue. Au fait, je lui foutu une claque. Voilà. Et il a riposté, j'en ai reçu aussi une. Et j'ai continué de plus belle. Et j'ai pris mon fils et on est vite partis parce que voilà, c'était pas possible. Pour cet homme, c'en était sans doute trop. Une jeune femme à l'accent bien de chez nous, sous un voile. Quelle provocation. Pourtant, Sophie, tout comme Myriam, ne pratique pas un islam tapageur ou revendicateur. Je croyais, Sophie, qu'en islam, les représentations humaines étaient interdites. Oui, mais mais ça fait partie aussi de l'art, je veux dire.
Moi, je dessine pour mon plaisir. C'est pas non plus pour faire une représentation, pour me prosterner devant. Voilà. Maintenant, l'art, il y en a partout. Mais si on était dans une application très stricte et très serrée... c'est clair que ce sera interdit. Sophie est aujourd'hui une musulmane pratiquante installée au cœur de Genève. Qui aurait pu lui prédire une telle destinée ? Je suis née dans le Jura bernois. J'ai été enlevée de ma famille à l'âge de 10 mois. Et j'ai vécu dans un home d'enfants. Et c'est dans cet home d'enfants qui était très sectaire. C'était des évangéliques. De par l'éducation que j'ai eue, qui était extrêmement dure, où c'était des coups de tabassage, c'était des coups de pied, c'était des rabaissements, c'était toujours... on n'était rien du tout parce qu'on était d'un milieu défavorisé. Donc, dans ma tête de petite fille, je me suis dit, mais si Jésus est amour, comment est-ce qu'on peut accepter de se faire taper? Jésus n'est pas d'accord qu'on tape un enfant. Où est-ce qu'il fait bon pouvoir être en ta présence, Seigneur? Pouvoir t'adorer librement, Seigneur. La petite fille battue grandit, s'éloigne de son église. Elle s'installe à Vevey et se lie d'amitié avec une femme convertie à l'islam. Elle découvre le Coran et a juste 21 ans quand elle saute le pas. Je sais qu'il y avait 2 personnes avec moi et ça s'est passé avec un cher, je crois. J'ai plus trop... Oui, avec un cher. Et puis... j'ai dit mon attestation de foi, et puis voilà, tout simplement. Qu'a compris votre famille? Ils ne sont pas au courant. J'ai été placée dans cet home d'enfant pour maltraitance, donc j'ai aucune relation avec ma famille. La seule qu'elle se reconnaisse est celle qu'elle forme avec ses 4 enfants et son ex-mari. Il est syrien, issu d'une famille très croyante. À la maison, il impose un islam rigoriste. Étonnamment, Sophie s'y soumet de bonne grâce. Jeune convertie, on a cette tendance au début à monter. On voit l'islam comme quelque chose de absolument juste, où il n'y a plus de réflexion, où il n'y a plus d'autocritique et de critique. Et c'est ça le danger. Danger de s'embourber dans un islam d'interdit et de fermeture. La plupart des convertis traversent une phase pure et dure. Ils se voient en super musulmans, super performants dans leur pratique. Mon ex-mari, je dirais que c'est quelqu'un de très gentil en soi, adorable, mais invivable. C'est quelqu'un qui a un peu du mal à s'adapter à la vie d'ici, avec les règles d'ici. On avait mis des rideaux, tous des rideaux complètement fermés pour pas que les voisins nous voient. Il fallait mettre des chaussettes dans les chaussures parce qu'il fallait pas qu'on voie nos pieds. C'est lui qui a acheté les habits au marché aux puces aussi. Il fallait baisser le regard, il fallait pas parler avec des hommes, il fallait... Non, c'était lourd, c'était lourd. C'est pas super long à faire une pâte brisée à part ça? Non, normalement pas. À la longue, Sophie dépérit. J'étais devenue assez fermée sur moi-même. J'étais plus la personne souriante comme j'étais. J'avais perdu mon sens de l'humour. J'étais devenue quand même assez déprimée. Tu veux combien? Ah, ouais, comme ça. Ouais. On ne peut pas demander à une convertie de tout oublier ses racines pour rentrer dans quelque chose qui ne lui appartient pas. Sophie finira par dire non à cet islam trop sévère, mais elle restera musulmane. Alice, elle, s'est battue pour surtout ne jamais l'être. Quand je revenais de mon travail, je volais une demi-heure à ma vie de couple. Je marchais dans des endroits qui étaient plutôt calmes, verts, reposants, harmonieux. Nous sommes à Bruxelles, dont on dit qu'elle pourrait être la première capitale européenne à majorité musulmane dans une quinzaine d'années. Pour les plus alarmistes, la commune de Molenbeek préfigure ce que sera la ville d'ici peu. Mais tout ça, ce sera sans Alice. Il était très beau, très imposant, très sûr de lui, très félin. Il était aussi subtil et intelligent. Il s'intéressait à des choses auxquelles je m'intéressais aussi.
Il venait chaque jour lire dans la bibliothèque dans laquelle je travaillais. Donc je me disais, ce type, il est intéressant, il est intelligent, il est ouvert et en plus esthétiquement très agréable. C'est l'histoire de Karim. Il est demandeur d'asile et musulman. Alice est une athée convaincue. Ces deux-là vont s'aimer. Je lui ai posé des tas de questions du type « Est-ce que toi, ça te pose problème que je ne sois pas de la même religion que toi et que même je ne sois d'aucune religion ?» Et il m'avait dit « Non, bien sûr que non, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je suis en Europe, je savais que ça serait comme ça. » Oui, mais si un jour on a des enfants, comment est-ce que tu vois les choses ? Oh, je vois les choses de façon très... Je suis contre l'enseignement du Coran et je raconterai à nos enfants ce que je pense et ce que je crois. Et toi, tu leur raconteras ce que tu penses et ce que tu crois. Et ils feront leur choix et je les obligerai jamais à rien. Et si on a des filles, elles ne devront pas mettre le voile, elles feront ce qu'elles veulent. Pas de problème donc. Le couple attend avant d'avoir des enfants et file le parfait amour pendant 2 ans. Karim est un musulman très souple, effectivement. Comme Alice, il fume, boit, sort, mange de tout, jusqu'au premier couac. Le fait que je boive de l'alcool lui a tout à coup posé problème. Ou le fait que la viande qu'il mangeait n'était pas halal, tout à coup lui a posé problème, alors que ce n'était pas le cas jusque-là. Ça s'est vraiment multiplié jusqu'à devenir, au fil des ans, quotidien. Karim se lance alors dans une bataille qu'Alice n'avait pas vue venir. Il veut la convertir à l'islam. Pour moi, il n'était pas question de me convertir dès le début, principalement parce que je ne voulais pas renoncer à celle que j'étais. Si dans mon comportement des choses le dérangeaient, eh bien j'adaptais mon comportement. C'était, je crois, pour lui pire que tout en fait. C'est que même sans être musulmane, surtout en n'étant pas musulmane, j'étais finalement avec une bien meilleure conduite que lui. Et comme il était très croyant, il se savait voué à l'enfer. Et donc il s'est dit, mais je peux me sauver par ricochet, je peux obliger cette femme à se convertir, et du coup, j'aurais converti quelqu'un à l'islam, je vais gagner mon paradis. C'est un raisonnement qui est complètement tordu, mais voilà. Il y croyait, il s'en était convaincu. Pour lui, c'était la seule porte de sortie qui lui semblait accessible. Et là, il alternait vraiment le bâton et la carotte, c'est-à-dire il y a des moments où il était charmant avec moi, mais il y a des moments de plus en plus fréquents où il était extrêmement méprisant envers ce que j'étais. Il disait que j'étais un animal, que j'avais été éduqué comme un animal, que je vivais comme un animal, et que la conversion à l'islam serait mon salut. Karim va toujours plus loin dans ses propos. Le mieux, ce serait que tu meurs. Et c'est un message très clair qui me donnait principalement la nuit. Il me réveillait, il me faisait une scène dans laquelle il ne me donnait pas d'explication. Il me disait, tu sais très bien ce que tu as fait. Et c'est là qu'il disait qu'il ne supportait plus mon existence, ni mon passé, qu'il valait mieux que je meure. Ses frères ont épousé des femmes qui se sont converties sans difficulté, mais Karim, lui, est tombé sur un os. Dans son arcade genevoise, Hafid Ouardiri connaît bien ce grand classique. J'ai rencontré beaucoup de gens qui, quand ils ont voulu que leurs femmes se convertissent, c'est pour pouvoir avoir un peu plus de domination sur elles. Ça n'est pas pour les libérer, ça n'est pas pour leur apporter justement cette dimension critique et cette capacité de penser en quoi elles croient. Elles doivent croire en ce que lui croit. Et c'est un diktat que ces gens imposent au nom de Dieu, alors que Dieu n'impose pas ce diktat. Après 6 ans de vie à deux, Alice tire un triste bilan. Malgré tout ce que j'ai fait comme tentative pour que ça se passe bien dans notre couple, j'étais devenue vraiment une femme en piteux état. J'avais tous les symptômes du stress permanent. Je prenais des somnifères pour dormir et j'arrivais quand même pas à dormir. J'avais des maux de dos, j'avais des migraines quasi quotidiennes. Donc je suis allée voir un thérapeute avec qui j'en ai parlé et qui m'a dit non, effectivement, vous n'allez pas bien du tout.
Si vous restez avec lui, vous allez crever. Vous devez partir. Et Alice va partir. Ironie du sort, elle fuira cachée sous un niqab. Son histoire, Alice l'a racontée dans un livre, ce qui lui a permis de clore définitivement ce chapitre bien sombre de sa vie. Je suis 100% différente. Maintenant, une femme n'est jamais entièrement réparée. Mais en tout cas, je suis entièrement vivante. Mais je la décolle le linge ou je la laisse sur le linge? Comme Alice, Sophie décide un jour de divorcer. Elle se sent de plus en plus en porte-à-faux avec l'éducation imposée aux enfants, notamment à sa fille aînée, qui veut faire des études de médecine. Il ne comprenait pas pourquoi il était toujours sur l'ordinateur en train de travailler. Donc il lui débranchait les fils pour qu'elle arrête parce qu'il estimait que c'était trop. L'aîné ne sera jamais médecin. Pour Abir, deuxième de la fratrie, ça finira par un clash. Il voulait que je sois comme lui, il voulait dans un moule parfait, la parfaite musulmane, et moi ça me convenait pas. Le moment où j'ai voulu étendre, entre guillemets, mes idées, etc., penser par moi-même et que j'étais plus sous son contrôle, rien n'allait plus. Et du coup, il s'est retourné contre moi, ça a été très fort. Et du coup, j'ai été un peu mise à la porte. Il y avait beaucoup d'interdictions, on devait tout le temps manger avec la main droite. Moi qui suis gauchère, c'était pas forcément évident. Il voulait que je me marie parce que pour lui, la femme, elle doit se marier jeune. On a mis assez de sucre. Il m'a demandé de porter le voile et j'ai toujours été claire dans le fait que je ne voulais pas et que je ne voudrais jamais. Dû aussi à la culture dans le pays dans lequel je vis. On voit que tu sais faire les sushis, Abir. Il y a plusieurs années que Sophie a divorcé et avec ses enfants aujourd'hui, elle s'applique à concilier la Suisse et l'islam. Ici, on passe sans malaise de la confection du strudel au verset du Coran. C'est mon habit de prière. Ça, c'est la jupe que je mets. Et puis, ça, c'est le foulard. Voilà, où je passe la tête. Je fais mon wudu, ça veut dire des ablutions spécialement. Et puis ensuite, je mets ça et je fais ma prière en direction de la Mecque. Le tapis est toujours là, 5 fois par jour. Être musulmane et suissesse, à la fois d'Orient et d'Occident, pour l'immense majorité des convertis, il n'y a là aucun problème. Et pourtant, l'air du temps veut qu'on brandisse son appartenance religieuse comme un étendard. Dis-moi qui tu pries, et je verrai si je t'accepte. Alain Bittard est un observateur privilégié de ce réflexe identitaire. Installé à Genève, il tient une librairie de référence sur le monde arabo-musulman. Ça fait depuis 40 ans que je vis dans cette librairie. Quand j'ai ouvert, personne, aux grandes personnes, ne demandait quelle est votre religion, ni aux uns ni aux autres. À l'intérieur de la librairie, vous pouviez avoir des chiites, des sunnites, des chrétiens, des juifs. Personne ne demandait. Les gens, ils s'intéressaient à une culture, ils s'intéressaient à une religion, mais on n'allait pas plus loin pour demander. Aujourd'hui, il faut définir les gens en fonction de leur religion. Ok, tamam. La conversion peut poser des problèmes, mais elle ne pose pas toujours des problèmes. Et c'est là que moi je reviens à la question de la citoyenneté. Lorsque les règles de la cité sont claires, il n'y a plus à se préoccuper de ce genre de problème. Et si les règles de la cité ne sont pas claires, alors à ce moment-là, la conversion, le voile, l'islam, les musulmans sont des problèmes. J'ai fait des cours d'Ayurveda. Dans ce milieu-là, être musulman, oups, il y a un écart, ça marche pas.
Au bout d'un moment, quand on parle avec les personnes, ils se rendent compte que je suis musulmane. Et là, je ne le cache pas. Je dis oui, je suis musulmane. Et là, c'est tout de suite des virulences. C'est tout de suite où les musulmans, les religions, c'est pas possible, c'est de la merde. Tu peux être spirituel sans être religieux, etc. Ou alors, on va bien te le faire comprendre, mais d'une manière détournée. Les tensions existent, mais globalement, Sophie vit son islam sereinement. Il existe en revanche une interprétation du Coran qui inquiète au plus haut niveau. Jean-Paul Rouillet a longtemps travaillé pour les services de renseignement de la Confédération qui suivent attentivement l'évolution des conversions à l'islam. Il y a une espèce de phénomène d'entonnoir. Ce n'est pas toutes les conversions qui sont intéressantes, c'est certaines conversions et en plus à une philosophie particulière de l'islam. Dès que vous rentrez dans le domaine du salafisme, même si, encore une fois, le salafisme n'est pas que violent et djihadiste, mais si vous entrez dans cette catégorie-là, conversion au salafisme, là, vous devenez intéressant pour les services, oui. Selon de nombreux chercheurs, de plus en plus de conversions à l'échelle mondiale s'orientent vers un islam fondamentaliste. Ce choix est très souvent le fait de toutes jeunes femmes. Leur changement physique et psychologique est généralement brutal. Afid Ouardiri en a rencontré plusieurs. La majorité d'entre elles sont des jeunes femmes, souvent adolescentes, qui sont attirées par les héros criminels qui leur expliquent l'islam de manière absolument abominable. Ce que j'ai découvert en elles, c'est qu'au fond, ce sont des coquilles vides et rigides. Et en même temps, elles sont pleines de n'importe quoi. Mais c'est des jeunes filles qui sont, au fond, piégées de tous les côtés. Et surtout, elles ne savent pas où elles vont. Et elles font feu de tout bois. La société est revenue le like à toutes les sauces, qu'on n'ose presque même plus. Des fois, j'ai même l'impression que quand on est juif pratiquant, on n'ose pas le dire. Quand on est chrétien pratiquant, catholique, on va à l'église tous les dimanches, on se paye la honte. Alors on ne leur transmet plus aucune valeur de base. Et je peux comprendre que ces jeunes-là, ils sont plus perdus que d'autres parce qu'ils n'ont aucune référence. Nous avons voulu rencontrer certaines de ces jeunes filles. Toutes se sont désistées la veille de leur interview. Nous mettons alors le cap sur la France, du côté de Nice. La communauté musulmane y est importante et certains spécialistes désignent la ville comme un foyer de musulmans extrémistes. Depuis l'attentat qui a frappé la promenade des Anglais en juillet dernier, le climat y est particulièrement tendu. C'est là que nous rencontrons Isabelle. Elle vit avec sa fille Lydia qui s'est convertie à l'islam il y a 4 ans, alors qu'elle est à peine majeure. Très rapidement, la jeune fille s'enferme dans ses nouvelles convictions. Elle se radicalise. Nous ne pourrons pas voir Lydia, mais sa mère accepte de nous raconter leur quotidien. Tout a commencé suite à une rencontre avec un jeune homme qui était musulman. Au début, donc, elle avait tout à fait une relation avec lui comme une occidentale, entre guillemets. Et à un certain moment, il est parti en prison. Et à ce moment-là, elle avait envie de rencontrer sa culture et sa religion. Et elle a commencé à lire le Coran. Elle s'enfermait à la maison. Elle ne sortait plus en disant qu'elle voulait comprendre sa culture et sa religion parce qu'elle était amoureuse de lui. Elle a viré toutes ses copines. Elle ne voulait plus parler à personne en disant que plus personne pouvait la comprendre. Parce que ici, on est complètement envahi par quelque chose qui représente le mal et qu'elle n'avait pas envie de rentrer dans ce monde-là avec des copines qui sortaient en boîte, qui fumaient, c'était des putes, c'était un peu ça. Elle a créé une rupture avec la société tout en pensant qu'elle est dans une espèce de toute-puissance parce qu'elle est protégée par Dieu. Lydia arrête ses études, son travail et n'a plus qu'un objectif, convertir sa mère en soufflant le chaud et le froid. Au début,
Elle me disait t'es une maman formidable, t'es ci, t'es ça. Et à un certain moment, je ne correspondais plus à l'image d'une maman parfaite telle que décrit probablement dans la religion. Donc c'était une période de jugement, c'est-à-dire de toute façon tu t'es cassé, t'as créé une rupture avec ta famille quand tu étais jeune, t'as choisi le mauvais père, regarde maintenant où tu en es, t'as eu plusieurs hommes, donc t'es une pute. Isabelle tient bon et refuse de changer de religion. Et à partir de ce moment-là, mon statut de mère a changé en statut de mécréant, en fait. Mère et fille ont toujours été très complices. Mais du moment que Lydia comprend que sa mère ne sera jamais musulmane, leur cohabitation devient impossible. Plus de porc, plus de vin. À chaque fois, quand on met la télé, c'est de faire tout le temps pour qu'on puisse plus écouter la mission. C'est jeter le Bouddha, c'est casser les télécommandes. Voilà, il y a beaucoup de violence en fait. Elle a créé une rupture avec toute la famille. Elle envahit tout l'espace et elle crée de l'agressivité et envers ton propre environnement. Donc petit à petit, tu es exclu aussi de ton monde social. Et après, il y a des moments où je l'ai frappée, où elle m'a frappée, où je l'ai foutue dehors. Ce qui m'a aidé, c'est de mettre mon ego à côté, donc ne pas prendre tous ces mots sur moi, c'est-à-dire quand elle me traite de pute et tu vaux rien, t'es une maman qui sert à rien et qui vaut rien. T'essaies de laisser ça à côté, malgré le fait que ça touche énormément. Tout le monde dit t'as qu'à foutre dehors et on ne sait pas comment faire parce qu'on aime son enfant. Le compagnon de sa fille Lydia a trouvé la mort il y a un peu plus d'1 an, lors d'une rixe dans son quartier. Ça a été traumatisant pour ma fille. Et après, elle savait de toute façon que la vie sur cette terre n'a pas trop d'intérêt parce que tout ce qui a intérêt, c'est après. Et pour elle, la vie, c'est après la mort. Et elle est persuadée que elle va se marier et le rencontrer après cette vie. Dans la religion, on n'a pas le droit de se suicider. Donc ça m'a toujours rassurée. Et après, ma fille, c'est quelqu'un de très intelligent, plein d'énergie, plein de curiosité au même temps. Donc elle va se battre dans la vie pour lui prouver qu'elle est capable d'être une femme parfaite dans ses yeux. Lydia est-elle en danger ? Lydia est-elle une menace ? Isabelle rencontre régulièrement Amélie Boukobza, spécialiste du djihadisme et responsable de, entre autres, une association de déradicalisation niçoise. Des jeunes convertis qui dérapent, la psychologue en côtoie tous les jours. J'attends un peu ces nouvelles. Vous avez prévu d'aller la voir ? Oui, au mois de janvier, mais il faut que... On ne se radicalise pas tout seul en regardant des vidéos sur Internet, ça n'existe pas. C'est des contacts, c'est des fréquentations concrètes sur le terrain. C'est un environnement, c'est parfois un environnement familial, mais en tout cas un environnement de proximité, vraiment autour de la personne qui est présent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Il n'y a pas d'individu isolé, si vous voulez. Il n'y a pas de profil type. On a vraiment une variation, que ce soit en termes d'origine géographique, d'origine socio-économique, de niveau scolaire, de niveau d'éducation, d'âge également, puisque je dirais grosso modo que c'est 15-35 sur la grande fourchette. Il y a des individus en deçà, des individus au-delà, évidemment. Il s'agit souvent au départ de jeunes femmes très amoureuses. Donc elles veulent l'homme idéal. Elles veulent un homme parfait, qu'elles vont parfaire, si vous voulez, parce que cet homme parfait, il n'existe pas. Et c'est ça qu'on voit sur le terrain, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus rigoristes, elles sont beaucoup plus droites. Bien souvent, quand il y a des couples comme ça, c'est la fille qui mène les choses, du moins sur la rigueur au niveau de la pratique. Le seul danger, si vous voulez, qui est un vrai danger réel, c'est de rencontrer un homme qui pourrait les faire basculer sur un passage à l'action terroriste. Baissez-vous. Et c'est bien là tout le problème. Dans le climat actuel, toute adhésion à l'islam est suspecte.
On veut voir derrière chaque converti une terroriste potentielle. Et plus qu'il y avait des soi-disant attentats, au travail, je voyais des gens qui discutaient entre eux, et dès que j'arrivais, changer de sujet. Au lieu de me parler directement, de me demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu en penses, on change de sujet, et j'ai trouvé ça... je sais pas, moi ça m'a blessée, parce que ça veut dire que, je sais pas, est-ce que je suis pas digne de confiance, ou est-ce qu'on me met dans le même pot que ces personnes-là? Est-ce que on va me détester juste parce qu'il y a un qui s'est fait sauter ou qui a tué des gens? On va croire que moi aussi je vais le faire, que ma religion me le prescrit, alors que c'est pas vrai. Il faut rester vigilant, il faut rester près de ses enfants. Quand on observe ce genre de changement, ce genre d'évolution, il faut le questionner. Pourquoi on ne peut pas le questionner? Il faut être vigilant sur les réseaux sociaux, sur les profils Facebook, sur Twitter. Il faut être vigilant aux posts qu'ils peuvent faire. Je crois vraiment qu'il faut avoir un œil là-dessus. Et je crois aussi, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est d'être dans un grand lien de proximité avec les établissements scolaires, avec les profs. Moi, j'aime beaucoup ma fille, elle m'aime énormément aussi. Et même si la forme n'est pas comme ça doit être, l'amour sera toujours là, de toute façon. Et ça donne une force aussi dans la vie pour continuer, voilà, tout simplement. L'Europe est particulièrement concernée, mais la radicalisation frappe sous toutes les latitudes. Sur les conversions et leurs possibles dérives, nous avons souhaité donner la parole à des imams officiant en Suisse. Aucun d'entre eux n'a accepté de s'exprimer dans ce reportage. Pour faire face aux jeunes embrigadés, les États multiplient les méthodes de déradicalisation avec plus ou moins de succès. À partir du moment où on parle d'un islam qui libère, d'un islam qui facilite la vie, on passe pour des corrompus. Lorsqu'on parle avec elles, il est déjà très difficile de pouvoir faire en sorte qu'elles écoutent ce que vous leur dites. Elles ont un espèce de regard et une écoute qui est une écoute de dénigrement. Elles veulent bien venir vous voir, mais au fond, elles viennent vous voir pour vous convertir, vous, à leur vérité, et non pas écouter les propos que vous leur apportez ou les réponses que vous apportez à leurs questions. Et c'est là où ça devient très difficile, parce qu'en définitif, elles viennent alors même qu'elles sont déjà enfermées en elles-mêmes. En Suisse, c'est essentiellement dans l'arc lémanique, à Bâle et à Zurich, que plusieurs jeunes se sont convertis puis radicalisés. Mais parfois, l'histoire va encore plus loin, jusqu'au départ pour la Syrie. Le phénomène des conversions, comme on le connaît aujourd'hui, il est nouveau. De la même manière, d'ailleurs, que le phénomène des départs pour des terres de djihad a aussi, en termes de quantité et de proportion, a grandi d'une manière exponentielle. On a suivi exactement le même chemin lorsqu'il s'agit des conversions et des conversions féminines. On signale à ce jour près de 80 départs de la Suisse vers l'État islamique. Il y a encore 4 ans, on n'en recensait aucun. Ce qui importe pour l'État islamique, c'est que vous arriviez sur leur territoire. Une fois que vous y êtes, après c'est la nasse qui se referme et vous n'en sortez plus. C'est exactement le piège dans lequel sont tombés les enfants de Anne. Avec sa famille, elle vit près de Paris. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Sonny, ça va? Alors? J'ai fait l'illustration du livre. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Oui, j'avais déjà vu... L'histoire de Anne sera bientôt publiée. En parallèle, elle gère une association d'aide aux parents dont les enfants sont partis pour la Syrie, comme les siens, Rémi et Carla. Mais c'est la réalité, quoi. On n'est vraiment pas des terroristes. On n'est pas des parents de terroristes. Ça fait mal. 2 d'un coup. 2 enfants d'un coup qui portent sans doute aujourd'hui des prénoms musulmans. Frères et sœurs ont été happés par Daesh et convertis de force à l'islam. Ils n'avaient alors pas 20 ans. Ils sont en Syrie, à Tapka, près de Raqqa, je pense, à côté d'un aéroport. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis le 3 juillet 2014. Quelque temps avant ce départ, sa fille Carla vit un drame. Elle est violemment agressée dans son quartier. C'est le début de sa descente aux enfers. Elle dépose plainte, mais la justice se montre clémente avec les personnes qui lui ont fait du mal.
Moralement détruite, la jeune fille, autrefois très active et entourée, arrête ses études et s'enferme à la maison. Seule fenêtre sur le monde, Internet. Elle y fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. C'était un franco-marocain. Il a vu que ma fille, elle était fragile. Et donc, il s'est servi de cette fragilité-là pour l'appâter et la faire venir en Syrie. Ça s'est produit pas en un jour, évidemment. C'était des conversations qu'elle a pu avoir durant un mois ou deux. C'est en général quelque chose qui se passe très rapidement. Alors après, il y a des extrêmes. Hein. On connaît le cas de jeunes gens qui se sont radicalisés, qui se sont convertis, radicalisés, qui sont partis en quelques semaines. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça s'est produit. La moyenne, 6 mois. 6 mois, ça suffit largement pour faire passer quelqu'un d'un état entre guillemets normal à quelqu'un qui part sur la Syrie. Le jeune franco-marocain fait la guerre sainte en Syrie depuis 1 an. Mais sur la toile, c'est une autre histoire qu'il raconte à Carla. Officiellement, il fait de l'humanitaire. Ce discours séduit la jeune fille. Elle est tombée amoureuse de cet homme et veut désormais le rejoindre. Mis dans la confidence, Rémi décide d'accompagner sa sœur dans cette aventure. La chambre de mon fils, la veste de mon fils. Donc, bon, il est fan du football. Là, c'est à lui, ça. PSG. Il avait, comme tous les jeunes, des consoles, PlayStation, et puis donc là, il est là. Anne en est sûre, ses enfants ne se sont pas convertis à l'islam avant leur départ. La dernière fois qu'elle les a vus, ils portaient encore leur croix de baptême autour du cou. Un jour après le repas de midi, Rémi et Carla disparaissent. Anne n'aura de leurs nouvelles que 3 semaines plus tard. C'est sa fille qui la contacte par Skype. Elle m'a montré qu'elle était voilée, tout en noir, quoi. On voyait même pas les yeux, rien du tout. Donc, elle me dit, maman, ça s'appelle un niqab. C'est une obligation ici, pour les femmes, de porter ça. Vous arrivez sur le territoire de l'État islamique, c'est soit vous vous convertissez, en plus là on parle de jeunes, il n'y a pas d'autre possibilité. On les a fait venir pour ça, pour en faire de bons musulmans. Si vous me passez l'expression, pour que la jeune fille devienne un ventre et puis que le jeune homme devienne un combattant. Donc ça, c'est la photo de ma petite fille. En 2 ans, Carla a eu un enfant et va bientôt accoucher du 2e. Voilà, elle m'envoie des messages. Coucou, mam, ça va? Bon anniversaire. Je t'aime. Tu vas bien? Oui, t'inquiète. La petite est trop feignante. Elle veut pas marcher et veut être toujours debout. Je lui dis, trop belle. T'es au cyber? Toi aussi, maman. T'es très belle. Je t'aime très fort. Les échanges sont superficiels. Carla raconte son quotidien, explique qu'elle s'occupe de son enfant et s'initie aux recettes orientales. Ça, c'est le repas de la journée. Courgette avec une sauce. Carla dit qu'elle ne sort jamais sans être accompagnée. Et à demi-mot, elle glisse tout de même à sa mère qu'elle fait de la résistance à sa conversion forcée à l'islam. Quand elle se retrouve seule, elle ne va pas aller faire ses 5 prières par jour, etc. Elle le fait seulement quand elle se trouve en présence du gars avec qui elle vit. Elle n'a pas le choix. Les messages se sont espacés depuis quelque temps, depuis que les fronts se sont durcis en Syrie et que Daesh perd du terrain. Également. Anne reverra-t-elle ses enfants? Leurs affaires, en tout cas, n'ont pas bougé. Une de ses robes. J'ai très peur de ce qui va arriver, parce que s'il arrive quelque chose, je sais que je ne vivrai pas. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. J'ai la faiblesse de penser que aussi bien pour ce qui est de désamorcer un certain nombre de bombes sociales et sociétales que pour essayer de prévenir au mieux le départ de jeunes gens, qu'ils soient jeunes femmes ou jeunes hommes, pour la Syrie, on ne pourra pas se faire l'économie de la connaissance et du savoir. Aujourd'hui, il y a un islam qui ne pose aucun problème. C'est celui de la grande majorité des musulmans de Suisse
qui sont croyants mais peu, voire pas pratiquants. C'est un peu l'islam d'Abir, la fille de Sophie. Je suis toujours musulmane, mais je pratique plus. Donc, les prières, le ramadan, je le fais plus. Les règles comme faut pas manger du porc ou ne pas boire d'alcool, je les respecte plus. Je pratique la religion pour moi, en croyant à mon Dieu et voilà. Et puis il y a un islam qui fâche. On ne parle que de lui. Il monopolise le débat public et creuse le fossé entre les communautés. Aujourd'hui, on est dans une relation qui est une relation beaucoup plus conflictuelle, mais qui est aussi une relation, des deux côtés d'ailleurs, qui dénote un manque de connaissances les uns des autres. Mais cette démarche, si elle nous incombe, à nous Helvètes, et c'est là que je renverrai un peu la balle, elle incombe aussi aux communautés musulmanes de ce pays. C'est à chacun de faire un pas vers l'autre, et sans ça, on n'arrivera à rien. Il va bien falloir qu'on apprenne à se connaître. Selon certaines études démographiques, il y aura dans le monde autant de musulmans que de chrétiens à l'horizon 2070. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à ce reportage sur notre page Facebook qui vous est ouverte pour débattre, partager vos expériences, proposer de nouveaux sujets à notre rédaction. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.